Bonjour, dans ce cours, on verra l'utilisation de la notion de fonction de la programmation au langage C. Donc on va essayer de répondre à un ensemble de questions. C'est quoi une fonction? Quelles sont les caractéristiques identifiant une fonction? Comment la déclaration peut être effectuée? Comment l'appeler? Et finalement, on verra la notion de récursivité pour les fonctions. La programmation structurée, c'est une programmation qui essaie de diviser le problème en 10 petites tâches. Et pour chaque petite tâche, je réalise un petit code appelé fonction. Ce type de programme, il est maîtrisable et compréhensible. Pourquoi? Parce qu'une fois j'ai un problème au niveau d'une petite fonction, je peux revenir à cette fonction pour corriger le problème. La fonction, c'est une unité de programme qui comporte un code exécuter une tâche. Cette tâche peut être exécutée plusieurs fois. Alors, parmi les avantages de la fonction, une fois elle est déclarée, je peux l'appeler plusieurs fois. Si nous n'avons pas la notion de fonction, on va répéter une tâche plusieurs fois en répétant le bloc qui réalise cette tâche. Alors, la fonction, ou bien la notion de la fonction, a plusieurs avantages au niveau de la programmation. Donc ici, nous avons un exemple de déclaration et d'utilisation d'une fonction. Donc à ce niveau-là, nous avons une fonction appelée surface. Je donne un rayon à cette fonction et la fonction me retourne la surface d'un disque. Dans la fonction main, j'ai appelé la fonction pour calculer la surface d'un disque dans le rayon c'est R1. Aussi, je l'ai appelé une autre fois pour calculer la surface d'un disque dans le rayon c'est R2. Une fonction est caractérisée par quatre choses. Premièrement, le nom de la fonction. Chaque fonction doit avoir un nom. Et au cours du programme, je dois respecter le même nom. Aussi, il faut éviter la liste des mots réservés au langage C. La deuxième chose, c'est que une fonction retourne un résultat vers la fin. Alors, je suis obligé de mentionner le type de résultat à retourner avant la fonction, avant le nom de la fonction. Troisièmement, je dois déterminer les arguments de la fonction et les types des arguments de la fonction. Et je dois les séparer par des virgules. Après, dans le corps, je donne le code ou bien l'ensemble des instructions permettant la résolution de ma tâche. Donc ici, nous avons la structure correcte pour déclarer une fonction. Alors au début, je donne le type de résultat retourné. Après, je donne le nom de la fonction. Et entre parenthèses, je donne la liste des arguments en mentionnant le type et le nom de chaque argument. Et entre les deux accolades, au niveau de cours, je donne la liste des instructions pour la résolution du problème. Donc, j'ai ici un exemple d'une fonction. Alors, ici, nous avons le type à retourner pour cette fonction, c'est float. Le nom de la fonction, c'est surface rectangle. Cette fonction a besoin de deux arguments. Le premier argument appelé long de type float. Le deuxième argument large de type float. Et entre les deux accolades, j'ai le bloc qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Alors ici, nous avons déclaré une variable de type float qui va recevoir la multiplication entre long et large et le résultat retourné, c'est RES. Alors RES, il est de type float. Donc la première remarque, c'est que le mot-clé return permet de sortir de la fonction en retourne une valeur. C'est-à-dire,
on exécute ligne par ligne, mais lorsqu'on arrive au mot-clé return, donc ça c'est la fin de la fonction. Elle sort immédiatement de la fonction en retournant le résultat mentionné entre les parenthèses du mot-clé return. Parfois, on aura des fonctions qui ne retournent rien. Alors dans ce cas-là, à la place où on précise le type à retourner, je dois utiliser le mot-clé void. Ici, la fonction n'a pas besoin d'argument. Dans ce cas-là, soit je vais utiliser void entre parenthèses, ou bien rien à écrire. Donc les deux écritures sont valables. Maintenant, on a déclaré une fonction et je veux l'utiliser. Alors, pour les utiliser, je dois l'appeler. Donc, un appel de la fonction. Donc, pour l'appeler, vous allez écrire le nom de la fonction et entre les parenthèses, je vais donner les paramètres. Pour passer les paramètres à une fonction, nous avons deux modes. Le passage par valeur et le passage par adresse. Donc, dans ce cours-là, on a traité uniquement le cas du passage par valeur. Mais dans une autre partie qu'on verra après, on va traiter le cas du passage par adresse en utilisant la notion de pointeur. Mais je vais vous donner une explication simple, mais il reste à détailler ça après. Le passage du paramètre s'applique en deux modes, le passage par valeur et le passage par adresse. Donc, c'est-à-dire, pour le premier cas, le contenu du paramètre est copié dans l'argument. Et la fonction utilise la copie pour effectuer les calculs. Par contre, le passage par adresse, donc l'adresse du paramètre est donnée à l'argument. Maintenant, l'argument a un accès direct à la source du contenu. Il va emporter le contenu à partir de la source et il va travailler. Alors, quelques exemples de fonctions qu'on peut trouver selon les différents cas de déclaration. Par exemple, l'exemple 1, c'est une fonction sans valeur de retour. Pourquoi? Parce que j'ai précédé la déclaration en utilisant void. Donc, pas de valeur de retour et avec des arguments. Dans ce cas-là, je n'ai pas utilisé le mot-clé return. Pourquoi? Parce que ici, j'ai void. Donc, on calcule la surface et j'affiche directement le résultat sur l'écran. Pour l'exemple 2, c'est un exemple de fonction sans valeur de retour et sans argument. C'est juste un affichage sur l'écran. Dans ce troisième exemple, nous avons une fonction avec retour de type float, mais sans argument. Dans ce cas-là, j'ai besoin de calculer la surface du rectangle. Donc, à l'intérieur, je vais saisir les deux arguments, donc la valeur de la longueur et la valeur de la largeur, et je vais calculer, et vers la fin, je vais retourner le résultat calculé. Maintenant, l'emplacement de la déclaration de fonction. Vous avez deux endroits, soit la déclaration avant la fonction main, ou bien après la fonction main. Pour le premier cas, vous n'avez pas besoin du prototype. Donc, c'est quoi le prototype tout d'abord? C'est la signature de la fonction. Bien sûr, l'entête de la fonction sans mentionner les noms des arguments. Donc, ici, vous avez la structure, vous avez le type de résultat à retourner, espace, le nom de la fonction, et entre parenthèses, je donne le type de l'argument numéro 1, virgule, le type de l'argument numéro 2, jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est le prototype de la fonction. Alors, si vous avez choisi la déclaration de fonction avant la fonction main, vous n'avez pas besoin de mentionner ce prototype. Par contre, si vous avez choisi de faire la déclaration après le main, alors vous êtes obligé d'ajouter le prototype avant le main. Donc, dans cet exemple-là, nous avons la déclaration de la fonction, c'est après le main, donc nous avons la fonction main, et ici nous avons la déclaration après le main.
Dans ce cas-là, je suis obligé d'ajouter le prototype au début, avant le main. Donc ici, nous avons le type à retourner, c'est float. Nous avons le nom de la fonction, c'est surface. Et nous avons le premier argument, il est du type float. Donc j'ai donné le prototype avant le main. Et après la fonction main, je donne la déclaration de la fonction. Alors, un exercice pour pratiquer la notion de fonction. Donc on veut calculer les nombres parfaits qui sont inférieurs strictement à 1000. Donc un nombre parfait, c'est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. Par exemple, 6 égale 1 plus 2 plus 3. Alors dans ce programme, on va essayer de le diviser sous forme de fonction. On va rédiger une fonction appelée SUMDIV qui permet de retourner la somme des diviseurs d'un nombre passé en paramètre. C'est-à-dire que je vais rédiger une fonction. À l'entrée, je vais donner un paramètre et la fonction il va calculer la somme des diviseurs à retourner vers la fin. Après, la deuxième fonction, c'est la fonction parfait, qui teste si un nombre passé en paramètre est parfait et qui va retourner soit 1, soit 0. Donc la valeur à retourner, c'est de type int. Je vais donner un paramètre à la fonction parfait. Donc à l'intérieur de la fonction parfait, je dois calculer la somme des diviseurs. Et par la suite, je vais tester est-ce qu'il est parfait, oui ou non. Donc si il est parfait, je vais retourner 1. Dans le cas inverse, je vais retourner 0. Donc après l'inclusion de la bibliothèque standard input-output.h, donc dans ce cas-là, j'ai choisi de déclarer les fonctions avant la fonction main. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas besoin du prototype. Donc je donne directement la déclaration des fonctions. Donc vous avez la première fonction, c'est la fonction SUMDIV qui retourne un int et qui accepte un argument de type int. Donc à l'intérieur ici, j'ai le code qui calcule la somme des diviseurs et le résultat sera retourné vers la fin. Donc j'ai déclaré i de type int et s égale à 0. Ça c'est pour calculer la somme. Donc c'est l'élément neutre de l'addition. Je vais commencer à partir de égal à 1 jusqu'à n sur 2 et à chaque fois j'incrémente la valeur de i avec un pas égal à 1. Et je teste if a modulo i égale à 0, si le reste de la division entière de a sur i égale à 0, alors i est un diviseur de a. Dans ce cas-là, je dois l'ajouter dans S. Et vers la fin, on aura le résultat de la sommation. Pour la deuxième fonction, la fonction parfait retourne un int. Donc à l'entrée, c'est un paramètre de type int. Et à l'intérieur, je dois calculer la somme des diviseurs de l'argument. Et aussi, je dois tester est-ce qu'il est parfait ou non. Alors pour cela, j'ai déclaré une variable somme. J'ai déclaré la variable r, donc les deux sont de type int. J'ai appelé, vous voyez ici, j'ai appelé la fonction SUMDIV. Donc ce n'est pas la peine de répéter ce code-là. Donc puisque nous avons déjà la fonction, donc j'ai appelé ici la fonction SUMDIV. Mais maintenant, j'ai donné le paramètre b. Et si nous avons le passage par valeur, la valeur b sera copiée dans l'argument a. Après l'exécution de ce code-là, on aura la somme des diviseurs de b et le résultat sera stocké dans somme. Maintenant, je vais tester. Est-ce que somme égale à b? Si oui, alors r égale à 1. Else, r égale à 0. Et donc, vers la fin, je vais retourner la valeur de r. Donc, c'est la fonction a retourner 1. Ça signifie que c'est un nombre parfait. Dans le cas inverse, c'est un nombre non parfait. Dans la fonction main, maintenant, je vais appeler les fonctions pour afficher les nombres parfaits qui sont inférieurs à 1000. Alors, j'ai besoin d'une variable n qui va être initialisée à partir de 2 jusqu'à 1000. Et à chaque fois, on incrémente avec un pas égal à 1. Et j'ai déclaré une variable p qui va recevoir le résultat retourné par la fonction parfait. Alors, pour chaque valeur de n c'est un paramètre de la fonction parfait. On aura l'exécution. Après, le résultat soit 0, soit 1. Et je vais tester fp égale à 1. C'est-à-dire n, c'est un nombre parfait. Je vais l'afficher sur l'écran. Sinon, je vais passer à la valeur suivante de n.
Maintenant, je passe à la notion de la récursivité. Alors, la récursivité signifie que la fonction comporte un appel à elle-même. C'est-à-dire, dans la déclaration de la fonction, on trouve l'appel de la fonction elle-même. Alors, pour bien comprendre, je vais entamer l'exemple suivant. Je veux calculer le factoriel de n. Donc, le factoriel de n s'écrit de la façon suivante. N fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Je vais donner la solution sous forme de deux fonctions. La première fonction sans récursivité, la deuxième solution avec récursivité. Alors, pour le premier cas, donc la fonction retourne un entier int, c'est le résultat de factoriel n, et à l'entrée, comme argument, j'ai un entier n. Donc j'ai déclaré le i qui va commencer à partir de 1 jusqu'à n, c'est un compteur, et j'ai f qui va calculer le produit. Alors, pour chaque valeur du i, on aura f fois i, le résultat sera affecté à f. C'est-à-dire au début, f égale à 1, i égale à 1, est-ce que 1 est inférieur à n? Donc on suppose que la condition est vérifiée. Il va calculer 1 fois 1, le résultat c'est 1, sera affecté à f. Après, on aura l'incrémentation du i égale à 2. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à n? Je pense que c'est vrai. Alors il va calculer 2 fois 1, c'est 2. Maintenant, il va affecter 2 à la variable f. Après, on aura l'incrémentation du i égale 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à n? Je suppose que c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il va faire? 3 fois 2, c'est 6. Alors la valeur affectée à f, c'est 6. Et à chaque fois, il incrémente la valeur de i jusqu'à que i devient n plus 1. Maintenant, la condition n'est pas vérifiée. Elle sort de la boucle for et elle va retourner le résultat. Dans le cas de la récursivité, alors, le factoriel de n peut s'écrire de la façon suivante. N fois le factoriel de n-1. Ou bien n fois n-1 fois le factoriel de n-2. Et je peux aller jusqu'à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à le factoriel de 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le factoriel de l'entier n dépend du factoriel de n-1, dépend du factoriel de n-2, dépend du factoriel de n-3. Jusqu'à quand? Jusqu'à le factoriel de 1. Ou bien je peux aller jusqu'à factoriel de 0. Factoriel de 0 égale 1. Donc la condition d'arrêt, elle dépend du factoriel de 1. Alors, la solution, ici, vous avez la fonction qui retourne en entier. Comme argument en entier n, et je teste. If n est supérieur strictement à 1, c'est-à-dire pour les cas suivants, est supérieur à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais retourner quoi? Un appel de la fonction factorielle n-1 fois n. Else, je vais retourner 1. Donc à chaque fois, il décrémente la valeur de n en appelant la fonction factorielle jusqu'à quand? Jusqu'à que j'arrive à factoriel 1. Jusqu'à que j'arrive à cette condition-là. Une fois qu'il arrive à ce niveau-là, il va remonter pour effectuer le calcul. Et vers la fin, il va vous retourner le résultat. Donc l'exécution de cet exemple de fonction qui utilise la récursivité, il ne vous donne pas le résultat dès le début, mais il descend jusqu'à qu'il arrive à la condition d'arrêt. Après, il remonte pour effectuer le calcul jusqu'au niveau n. À ce moment-là, vous aurez le résultat de calcul. Donc, un autre exercice, on veut calculer x à la puissance n en rédigeant les deux fonctions, sans récursive et avec récursive. Alors, ici, pour la première solution, c'est-à-dire la solution sans récursivité, alors xn peut être écrit de la façon suivante, x fois x, donc n fois. La fonction retourne un entier. Vous avez le nom de la fonction, c'est puissance. Cette fonction accepte deux arguments, l'entier n et la variable x. C'est pour calculer x à la puissance n. Alors j'ai déclaré une variable p égale à 1 pour avoir le produit. Ici, c'est un compteur qui va commencer à partir de 1 jusqu'à n. Et ici, la formule du calcul, c'est p égale à p fois x. Donc pour i égale à 1,
on aura le test est-ce que 1 est inférieur ou égal à n. Donc je suppose que la condition est vérifiée. Il va calculer x fois 1 égale à x. Alors la valeur x est affectée à p. Après, on aura l'incrémentation du i égale à 2. Il va tester est-ce que 2 est inférieur ou égal à n. Donc je suppose que la condition est vérifiée. Il va calculer quoi? X fois x, c'est x au carré. Alors dans P, on aura x au carré. Après l'incrémentation du i, et on refait ça jusqu'à qu'on arrive à égal à n plus 1. À ce moment-là, la condition n'est pas vérifiée. On sort de la boucle for avec le résultat de x à la puissance n. Donc ici, nous avons utilisé la fonction itérative for. La même chose, on va essayer maintenant d'utiliser la récursivité. Alors, pour répondre à ça, je vais tester est-ce que, tout d'abord, je peux utiliser la récursivité. Alors, nous avons x à la puissance n égale x fois x à la puissance n moins 1. X à la puissance n moins 1 égale à x fois x à la puissance n moins 1 égale à x fois x à la puissance n moins 2. Jusqu'à que x fois x jusqu'à x à la puissance 0. C'est-à-dire, x à la puissance n, il dépend de x à la puissance n moins 1. X à la puissance n moins 1, il dépend de x moins 2 jusqu'à x à la puissance 0. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser la récursivité, puisque le calcul au niveau n dépend du niveau n-1, dépend du niveau n-2, jusqu'à la condition d'arrêt. Dans notre cas ici, c'est 0. Alors maintenant, on peut rédiger la fonction. La fonction retourne en entier. Le nom de la fonction, c'est puissance. Ici, nous avons les deux arguments de la fonction, l'entier n et le nombre x. Et je vais écrire if n égale à 0, retourne 1. C'est-à-dire à chaque fois, on descend jusqu'à qu'on arrive à la condition d'arrêt, c'est 0. Donc dans ce cas-là, il va retourner 1. Else, dans le cas inverse, il va retourner quoi? La puissance du niveau inférieur, la puissance de n-1 x fois x. Alors vers la fin, on aura, donc il va commencer à partir de n, il va appeler n-1, il va appeler n-2 jusqu'à qu'ils arrivent à 0. Dans ce cas-là, il va retourner 1 et il remonte. Il remonte au niveau 1, il remonte au niveau 2, il remonte au niveau 3, jusqu'à qu'ils arrivent au niveau n. À ce moment-là, il va vous retourner le résultat calculé.